Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette newsletter du mois de juin. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Breuil, trader pour compte propre. Si vous êtes intéressé par la bourse, les fondamentaux de la bourse, l'explication du marché, qu'est-ce que la bourse, l'analyse technique, abonnez-vous à ma chaîne. Vous trouverez des playlists, de nombreuses vidéos d'analyse technique, également des vidéos sur les fondamentaux, le trading. Et cet été, bien évidemment, d'autres vidéos viendront compléter cette playlist. Au programme de cette newsletter du mois de juin, je vais parler en premier lieu de la situation économique. Voilà, suite au coronavirus, au confinement, dans quelle situation économique nous sommes actuellement. Alors évidemment, je parle de l'actualité, je retranscris, j'analyse l'actualité, je retiens les informations les plus pertinentes et donc je vais vous expliquer un peu dans quelle situation nous sommes. Après, je parlerai du marché, de la bourse, pour quelles raisons notamment les marchés sont montés aussi haut, rebond technique impressionnant. Puis, pour terminer, je vous donnerai mon avis sur tout cela, mes prévisions, comme tous les mois, voilà mes prévisions sur le CAC 40 et sur le Dow Jones pour ce mois-ci. Je vous ferai une petite analyse en images avec le graphique du Dow Jones et du CAC 40. La situation économique, dans cette situation inédite de paralysie de l'économie mondiale, qu'est-ce qui se passe? Des statistiques qui s'effondrent, que ce soit les PIB, l'indice des directeurs d'achat, la confiance des consommateurs, et ces statistiques, bien évidemment qui sont catastrophiques, vont être encore plus catastrophiques selon les prévisions au deuxième trimestre. Également les résultats qui arrivent au mois de juillet. Au mois de juillet, nous aurons donc ces résultats américains. On commence de mémoire vers le 12 ou le 13 juillet. Et après les résultats en Europe. Donc là, les investisseurs s'attendent à une catastrophe, bien sûr. Effectivement, si vous arrêtez tout, voilà, ça ne peut pas être brillant. Il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de création de richesse. Ce qui va se passer, c'est évidemment de l'austérité. Ça a commencé avec l'Arabie Saoudite qui a triplé sa TVA. Bon, c'est vrai que sa TVA n'était que de 5%, donc ça monte à 15% avec l'effondrement du pétrole. 40 millions de chômeurs. 40 millions de chômeurs aux USA. Voilà, donc ça va pas. Ces personnes-là ne vont pas retrouver leur emploi tout de suite. Voilà, ce n'est pas comme une baguette magique là où ça y est, voilà, c'est terminé, tout va repartir comme avant. Donc une catastrophe économique avec des faillites, et notamment aux US, qui sont actuellement pour le mois de mai, c'était pour le mois de mai au plus haut depuis mai 2009, les faillites vont s'accélérer malgré le soutien des banques centrales. Les plans de relance, les faillites vont s'accélérer dans les mois à venir et ça peut durer, même on ne sait pas. Voilà, il peut y avoir des répercussions beaucoup plus importantes et sur plusieurs années. Alors on le voit avec Hertz quand même, Hertz qui est quand même une entreprise très connue qui a fait faillite. Je pense aussi également à Kuehne plus Nagel, je ne sais pas si vous connaissez une entreprise de logistique suisse qui emploie quand même 83 000 personnes et qui va licencier 25% de ses employés. EasyJet, la compagnie hollandaise, va licencier 30% de ses employés. Voilà. Donc, cela va s'accentuer, les pertes d'emploi, le chômage, moins de consommation, forcément. On le voit également au niveau du PIB de l'Inde pour l'exercice décalé du quatrième trimestre. Le PIB qui était à 3,1% et le pire est à venir, parce qu'effectivement là c'était avant l'épisode du coronavirus. Donc vous voyez déjà c'était un petit peu chancelant. Bon, ça on le savait, ça n'empêchait pas les marchés de monter avant l'épisode du coronavirus. Et d'après les officiels, bien sûr, tous les officiels,
il faut s'attendre au pire. Avec cette situation, la Bank of Japan prévient d'un ralentissement aussi important que lors de la Grande Dépression de 1929. Chris Williamson, le chef économiste d'IHS Markit, pour lui, il annonce que cela mettra bien 2 ans avant de revenir à la situation avant la pandémie. D'accord ? 2 ans. Il anticipe un PIB en baisse de 37% en rythme annualisé au 2e trimestre. Le président de la Réserve fédérale de New York parle bien évidemment d'une aggravation du chômage à venir. Ça, j'en ai déjà parlé. Les faillites, les licenciements. Voilà, effectivement. Hein. Pas de recette, même si on a un plan qui vous aide là. Il faut dégraisser, comme on dit. Hein. Malheureusement, supprimer des emplois. Donc, le président de la Réserve fédérale de New York avertit sur le désastre financier que vont connaître des milliers de ménages américains. Surtout que, il faut quand même le préciser, ce coronavirus, cette pandémie n'est pas terminée, bien qu'il y ait le déconfinement, c'est pas terminé puisque la Corée du Sud reconfine. Explosion des cas en Amérique latine, on voit qu'en Russie c'est pareil. À l'heure où je vous parle, récemment, le nombre de cas repart en hausse, et notamment aux USA, ce qui a entraîné une baisse du marché jeudi dernier. Selon Mike Ryan, le spécialiste des urgences sanitaires à l'OMS, précise bien que peut-être que le coronavirus ne disparaîtra jamais. Effectivement, si on considère que c'est une grippe, un peu plus grave, on va dire, voyez, un peu plus, donc on peut penser que ça peut être saisonnier. Donc effectivement, il faudra attendre le vaccin, mais le vaccin, il ne vient pas comme ça, hein, voyez, en un claquement de doigts, il ne va pas arriver comme ça le vaccin ou un traitement, donc ça va être très très long. Donc voilà, ça aggrave un petit peu et ça apporte de l'instabilité, de l'incertitude aux investisseurs. Nous avons quand même notre ministre de l'économie pour la France, Bruno Le Maire, qui annonce que la récession sera pire que prévu. Il a annoncé 8% de baisse du PIB pour cette année. Là, il a révisé récemment à 11%. Pour le gouverneur de la Banque d'Angleterre, la reprise risque d'être longue et difficile. Le vice-président de la BNS, la Banque nationale suisse, pour lui, ça ne sera pas aussi rapide que prévu. Et cerise sur le gâteau, c'est quand même la Banque mondiale qui anticipe une crise aussi importante, on va dire, la plus grave crise économique depuis 150 ans, depuis la Grande Dépression de 1870. Ça vous intéresse, allez voir sur Internet. C'est très intéressant. Cette Grande Dépression, cet épisode-là de l'histoire, la Grande Dépression donc de 1870, qui a duré de mémoire bien 2 décennies, voire un petit peu plus, jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc quand même, ce n'est pas rien. Pire que 1929. La Bank of Japan déjà, il dit, ça va être comme en 29, et là c'est pire que 1929, vous imaginez. Et Jérôme Powell, Jérômino, bien sûr, il ne va pas dire tout va bien, voilà, vous pouvez acheter les actions, non. Jérôme Powell, il annonce bien sûr effectivement une reprise lente, difficile. Il ne pense même pas à remonter les taux. Et pour la petite histoire, je vous rappelle que c'est le fait de remonter les taux qui amène de la croissance. Parce que, pour faire une anecdote, après le krach technologique, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont baissé leurs taux parce qu'ils pouvaient se permettre de baisser les taux. Ils étaient élevés à ce moment-là. Donc, il y a eu une très belle reprise en 2003. Et c'est depuis la crise des subprimes en 2008 où les banques centrales ont beaucoup moins de marge de manœuvre. Vous voyez qu'avant la crise, et c'était pour la Banque fédérale américaine, la Réserve fédérale américaine, les taux étaient de mémoire à 2,75. Vous voyez que la marge de manœuvre se réduit et le fait de baisser les taux ne relance plus la machine. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et on voit d'ailleurs de l'hélicoptère monnaie aux US. Ça risque de, bien sûr, venir en Europe. Voilà, parce que les gens ne consomment plus. C'est de pire en pire.
On n'a plus une marge de manœuvre. La marge de manœuvre qu'on a, c'est quoi? C'est l'injection massive de liquidités. Et ces liquidités ne vont pas dans l'économie réelle, mais sur les marchés financiers, ce qui entraîne encore plus des bulles spéculatives. Donc il reste quoi? L'hélicoptère monnaie. Donc vous voyez que c'est un scénario quand même assez noir qui se profile. Et ce qui est bien sûr, c'est tout à fait logique, tout à fait compréhensible, en raison de ce que nous venons de vivre. Pour terminer avec cette situation économique, il faut parler bien évidemment de la situation entre les États-Unis et la Chine. J'y viens tout de suite. Avec tous ces événements, les tensions USA-Chine ressurgissent. Bien évidemment, avec les USA qui accusent Pékin d'espionner leurs chercheurs, la loi sécuritaire, la loi de sécurité nationale à Hong Kong, qui est un territoire semi-autonome, forcément, les Américains s'immiscent là-dedans, ça leur plaît pas trop. Donc voilà, ça fait monter un peu plus la sauce. Monsieur Trump a clairement dit, le président des États-Unis d'Amérique du Nord a clairement dit que la Chine est responsable d'une tuerie de masse mondiale. Et récemment, Rick Scott, un sénateur américain, explique que les États-Unis ont la preuve que les Chinois cherchent à saboter ou à ralentir la progression, l'établissement d'un vaccin contre le Covid-19 par les pays occidentaux. Il est vrai que M. Trump, comme d'ailleurs le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, ont assuré que ce virus avait été créé par les Chinois, que la Chine était responsable de la diffusion de ce virus, M. Trump, monsieur le professeur Montagnier explique bien, bon c'est vrai qu'il est âgé mais il n'est pas complètement gâteux, que ce virus a été manipulé, il est d'origine humaine. Donc tout cela, ça crée des tensions. Et c'est vrai que, bon, c'est quand même surprenant, parce que, rappelez-vous un petit peu, le président des États-Unis d'Amérique a eu de très bonnes politiques économiques. Je ne parle pas du personnage, qui, bien sûr, est très particulier, voilà. Enfin, c'est vrai que George Bush, fils, était particulier aussi, mais lui, voilà, bon, il est très particulier. Je parle de sa politique, avec quand même un chômage au plus bas depuis 50 ans, une bourse au plus haut, comme les Américains... très peu ont des retraites, donc ils comptent sur la bourse. Donc voilà, quand même une très bonne politique économique, et son style déplaît à beaucoup de gens. D'accord mais notamment des officiels. Donc, voilà, si on dit que rien n'est dû au hasard, ce virus-là, parce qu'il était quasiment certain d'être réélu, donc le virus arrive, juste à la fin de son mandat, le virus qui arrive. Ouais, c'est comme ça, là, c'est quand même très bizarre. Et puis, malheureusement, les événements, bon, je fais une anecdote là-dessus sur ce qui s'est produit avec George Floyd. Là, c'est triste, c'est triste. Je connais très bien, puisque j'ai travaillé dans la santé, donc voilà, donc j'ai vu la photo, effectivement, le policier, il fait une pression, donc sur le cou de M. Floyd. Et je vous explique, c'est très simple, il fait une pression sur la carotide. Faire une pression prolongée sur la carotide, déjà, ça provoque une bradycardie sévère et un arrêt circulatoire. Donc, alors voilà, effectivement, des affrontements aux États-Unis, est-ce que ça n'a pas été un peu politisé, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour dire, c'est bien ce que vous avez fait, Monsieur le Président, mais le virus, vous l'avez quand même pas très bien géré, d'accord ? Avec le coup, quand il disait qu'il fallait boire l'eau de Javel, enfin, bon, même si plaisante, s'il dit qu'il plaisante, c'est quand même limite. Et puis voilà, bon, il a été très critiqué lors des affrontements suite au décès de M. George Floyd. Donc on pourrait dire, c'est quand même bizarre. Voilà, vous voyez, si quelqu'un cherche à l'éliminer, je veux dire, à faire en sorte qu'il soit battu, le virus arrive et après, voilà, aggravation de la situation interne. En plus, chômage massif, voilà, donc forcément, ça aggrave encore plus
les gens sont encore moins contents que d'habitude, on les pousse un peu et ça crée des manifestations avec des violences. Donc tout ceci, la crise économique qui s'annonce, voilà, cette géopolitique, bon, ça ne va pas forcément très bien, avec la Corée du Nord, là aussi, qui s'y met un petit peu, avec les États-Unis, situation quand même noire, je dirais. Et comment réagit le marché? Comment réagit le marché? Ben, je vais y venir tout de suite. La bourse. Qu'est-ce qu'elle a fait, la bourse? Donc depuis notamment ma dernière newsletter où j'avais prédit une hausse, j'avais prédit cette hausse des marchés financiers, j'avais prédit donc un 3100 maximum sur le S&P, 26 000, 26 500 sur le Dow Jones, un 4870 sur le CAC. Donc j'y viens tout de suite, la réaction des marchés financiers face à cette situation inédite et plutôt sombre pour l'avenir. La réponse des marchés financiers face à cette situation, eh bien en fait, c'est la même qu'avant le Covid, c'est-à-dire des marchés invincibles. Tout va bien. Madame la marquise, alors j'avais précisé lors d'une dernière vidéo qu'il y a eu beaucoup de comptes de particuliers qui ont été ouverts. Donc un marché quand même assez soutenu par les particuliers. Voilà, ça rappelle un petit peu avant l'explosion de la bulle Internet. Une résilience totale des marchés, en gros, voilà, c'est fini. Tout va aller pour le mieux, tout va repartir comme avant, avec le déconfinement, voilà, maintenant c'est bon. La situation, c'est que quand même, la capitalisation de la bourse américaine est à 144% du PIB non révisé, qui n'a pas encore été révisé. Donc les marchés les plus chers de l'histoire. Le S&P 500 est à 50% au-dessus de sa norme historique lors d'une récession. Nous avons donc le même phénomène qu'en 2019 ou qu'au début 2020, c'est-à-dire les stats sont mauvaises, ce n'est pas grave. Si elles sont moins mauvaises que prévu, ça monte. Et quand nous avons par exemple le NFP de vendredi dernier, avec soi-disant 2,5 millions de créations d'emplois au mois de mai, voilà, ça provoque une hausse importante des marchés. Également l'espoir d'un vaccin, avec Moderna, des résultats encourageants, mais sur un essai de phase 1. Alors bon, essai de phase 1, ce n'est pas grand-chose. Des espoirs, un vaccin ou un traitement. Bon, alors voilà, je vous rappelle quand même qu'un vaccin, on met plusieurs années. Cela met plusieurs années avant l'établissement d'un vaccin. Donc tout est bon, tout prétexte est bon pour maintenir un marché sur les sommets, un rebond historique. Le Nasdaq au plus haut qui a dépassé les 10 000 points. Nous avons eu le 3 juin 7 gaps d'ouverture sur 8 pour le CAC 40. Donc ça c'est historique. Alors je vous fais une petite anecdote, ça c'est typiquement algorithmique. Il y a fréquemment des gaps d'ouverture sur les actions. Et je vais vous dire qu'avant c'était assez rare, on va dire, à une certaine époque. Donc ça, voilà, c'est un peu, ça je vais en parler après, donc je vais vous expliquer pour quelles raisons ça monte, pour quelles raisons nous en sommes là, ma vision des choses, d'accord? Donc ça, je vais m'étendre un peu plus, mais là-dessus, lors de la troisième partie, ça effectivement, j'en ai déjà parlé, l'algorithmisation de la bourse, des marchés financiers. Voilà, donc ça, je vais y revenir. Nous avons également, voilà, le coup d'algo du 2 juin à 21h45 à la bourse de Wall Street. À Wall Street, le coup d'algo. Donc nous avons, c'est également historique comme les gaps, 42,6% de hausse en 55 séances. Voilà, c'est de record en record. La plus forte chute depuis la crise de 29. Voilà, on parle que de ça, des records. Et là, c'est l'inverse. On repart dans l'autre sens et on fait de nouveaux records. Voilà, c'est les robots qui travaillent. Voilà, les robots s'amusent. D'accord ? Les robots travaillent. Donc c'est les robots qui font le marché.
Et forcément, voilà, c'est du grand n'importe quoi, comme je l'ai signalé récemment sur Twitter. Donc, de surcroît, un marché extrêmement cher, survalorisé, et qui néglige les conséquences économiques gravissimes dues à cette pandémie qui n'est peut-être pas terminée. Qu'en pensent les analystes de cette situation? Eh bien, les analystes, ils recommandent massivement les titres, les actions à l'achat. Le marché devrait être favorable aux actions. Voilà, je vous donne quelques anecdotes de la part de certaines banques françaises, européennes, des banques d'affaires. Voilà, donc le marché devrait être favorable aux actions de par les injections massives de liquidités des banques centrales et l'espoir d'un vaccin. C'est sûr qu'il va arriver tout de suite le vaccin. Le marché a encore un potentiel de hausse important. Aucun nuage à l'horizon ne peut perturber les marchés financiers. Le marché peut revenir au plus haut. Voilà. La crise est finie. Le pire est derrière nous. Voilà, ça va revenir comme avant en fait. Hein. C'était juste un passage là. Voilà, petite correction là. Et puis ça repart. Les valorisations sont raisonnables. Voilà, c'est des choses que l'on peut entendre, que l'on peut lire. Tant que les banques centrales injecteront des liquidités, les marchés monteront. Voilà, c'est super. Disneyland Paris. Il ne faut pas se fier à la macro. Voilà, ne tenez pas compte de la macro. Ça, on peut lire ça aussi. Et le fait que les marchés sont décorrélés de l'économie réelle, c'est pas le problème. En fait, non, c'est pas ça, c'est pas le problème. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tranquillement acheter ce marché-là. Voilà, bon. Alors on dit que il est cher, mais non, ces gens-là vous disent qu'il n'est pas cher et que les banques centrales sont là et que la traduction de ce message, c'est quoi? C'est vous pouvez acheter tranquillement. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez une action au hasard, voilà, c'est voilà, au hasard, vous regardez, vous achetez, vous allez gagner. Ça veut dire ça en fait. Donc je vous ai décrit cette situation économique dramatique qui n'est pas terminée et les analystes derrière vous poussent à investir massivement sur ce marché. Alors, je tiens mon chapeau quand même pour une analyse de Barclays, Marvin Barsky. Lui a décrit parfaitement la situation. Il a été clair, voilà, extrêmement grave, ce n'est pas terminé. Donc attention, Marvin Bars. Moi je dis bravo. Parce que voilà, toutes ces recommandations là, qu'on vous dit, mais non, tout va bien, c'est un peu toujours pareil. Hein, c'est souvent dans ce cas-là où il faut voilà, des petites mains pour soutenir un marché, pour que les grosses mains puissent distribuer. Et je souligne, bien sûr, comme le disait une personne assez reconnue, on va dire qu'il y a quand même beaucoup de références sur les marchés financiers, qui a dit qu'il y a quelque temps dans une vidéo que la finance c'est le seul métier où il y a le plus d'incompétents, où je dirais les incompétents font recette. C'est quand même vous dire que les valorisations sont raisonnables. Voilà, que vous inquiétez pas, vous pouvez acheter tranquillement, tant que les banques centrales injectent, ça va monter, que la hausse, encore le potentiel est important sur un marché quand même, une bourse, extrêmement surévalué, 144% d'un PIB non révisé, voilà, extrêmement cher. Voilà, un Nasdaq qui ne tient pas compte, voilà, qui ne tient pas compte de la crise qui s'annonce, voilà, les gens ne pourront plus consommer comme avant, voilà, mais non, voilà. Donc, effectivement, cela incite à la prudence. Et maintenant, je vais vous donner mon avis. Pourquoi, donc, je vais reprendre un petit peu mes objectifs que je vous avais donnés sur la dernière newsletter. Donc, pourquoi ça monte de cette manière? Et moi, je vais vous donner mon opinion. Qu'est-ce qui va se passer selon mon expérience et notamment des cracks techno et cracks des subprimes. Donc je vous dis à tout de suite pour la troisième partie de cette newsletter. Après, je vous expliquerai
sur écran, je prendrai le Dow Jones et le CAC 40. Je ferai une petite analyse. Je vous montrerai, voilà, c'est simple. Voilà, il y a des conditions. Il y a des conditions pour que, et ça je vais vous l'annoncer, la baisse reprenne. La baisse reprenne sur les marchés, ce qui serait totalement légitime au regard de cette situation que nous vivons actuellement. Je vous dis à tout de suite. Rappelez-vous, lors de la chute des marchés au mois de mars, je vous avais indiqué non seulement dans la vidéo d'analyse technique CAC Nasdaq, mais également les newsletters, je vous recommande de visionner ces vidéos. Je vous avais dit que nous étions toujours en bull market, je l'avais prouvé graphiquement. Alors tout le monde disait que voilà, c'était la fin du monde, l'effondrement, le bear market, la fin. Non, je vous prouvais, notamment au niveau du Nasdaq, que nous étions toujours en bull market, effectivement, puisque les cours maintenaient SSB hebdomadaire. Pour le Nasdaq, la suite c'est quoi? Nous avons fait un plus haut la semaine dernière, voilà. Également, j'ai indiqué dans une newsletter que le point bas avait peut-être été atteint, les 3632, je parle, pour le CAC 40, puisqu'il y a un élément technique. On dit, moi j'ai une méthode personnelle, je travaille énormément sur les graphiques, mais voilà, maintenant, j'ai cette méthode, mais il faut continuer à travailler, parce que c'est toujours complexe. Vous voyez, la bourse, c'est quand même complexe, c'est très technique, il faut le maîtriser, il faut toujours travailler. Donc je vous ai dit, peut-être, enfin selon moi, c'était quasiment sûr, mais voilà, il ne faut pas oublier la notion de probabilité. Peut-être que le point bas a été atteint à 3632, et je suis le seul à l'avoir dit. Alors, quelque part, j'ai la chance de ne pas être connu, mais d'ailleurs, pas du tout connu d'ailleurs, donc je n'ai pas reçu trop d'insultes en disant que le point bas avait peut-être été atteint, parce que je l'ai vu. Oui, c'est vrai que là, peut-être, c'est possible. Bien évidemment, à ce moment-là, on vous disait de tout vendre. D'accord? C'est toujours comme ça. Hein. Vous comprenez bien que l'on ne va pas vous donner la recette. La recette pour gagner sur les marchés. Ce ne sont pas les analystes, ce ne sont pas les journaux qui vont vous dire, voilà. Alors la recette, c'est vous qui allez la trouver, la recette, pour gagner. Alors vous avez des gens qui vont vous aider, des professionnels. Je parle de professionnels, attention, parce que les youtubeurs, les non professionnels. Moi, je suis moi-même un non professionnel, sauf que pour l'instant, moi, je ne vends rien. Je fais, si vous voulez, voilà, bon, je vais un peu sur Boursorama, je fais quelques analyses, quelques points. Ce n'est que mon avis hein, sur Natixis, EDF et Total. Voilà, je donne mon avis, vous verrez le résultat. Allez-y, regardez, vous verrez le résultat. Moi, je suis non professionnel, mais je ne vends rien. Alors, un professionnel, oui, peut-être, hein, mais ça va être très très cher. En tout cas, bien que la formation puisse être de qualité, ce sera vous qui trouverez la recette pour être performant. Les youtubeurs stars, là, je dirais entre guillemets, là, eux, c'est du marketing. Eux, qu'ils aient tort ou raison, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre leur formation. Ils tournent leur veste. Ah oui, là, il fallait vendre, mais là, maintenant, il faut acheter. Vous voyez, c'est en gros, ils restent dans la mouvance du marché. Et c'est toujours dans un seul but du marketing parce qu'ils ne vivent pas de leur trading. Parce que vivre de son trading, moi je le rappelle personnellement, ce ne sont pas mes revenus principaux, et de loin d'ailleurs. Voilà, moi j'ai un petit portefeuille, hein, j'ai un portefeuille à 5 chiffres mais qui est en dessous de la moitié. Enfin j'en ai deux de même niveau pour vivre du trading. Et d'ailleurs il y a un professionnel, je ne citerai pas son nom, qui le dit, voilà, il faut énormément de capital. Moi j'ai une vidéo où je parle de 100 000, oui mais c'est vraiment le minimum 100 000, hein. Pour vivre, hein, je parle vivre que de ça. Hein. Donc ces gens-là, voilà, ils sont facilement reconnaissables sur YouTube, qui ne sont non professionnels, pas de diplôme, pas d'expérience dans une banque, d'accord, qui n'ont jamais travaillé, qui sont sur compte propre. Voilà. Eux, voilà, c'est du marketing. Mais en plus, ils vont vous vendre des abonnements, des formations, mais la question qu'il faut vous poser, c'est quand ils délivrent des messages, est-ce qu'ils ont raison? La plupart du temps, ils se trompent. Alors, si la plupart du temps, ils se trompent et qu'en plus, ils vous disent qu'ils gagnent des milliers d'euros, il y a un problème. Hein. Parce que se tromper, c'est normal, mais se tromper régulièrement, là, il y a quand même un problème. Donc, effectivement, la situation, vous allez emmagasiner des informations sur Internet, voilà, sur les forums, etc. Mais la clé, vous ne la trouverez pas. On ne va pas vous dire ce qu'il faut faire. Hein. Ça, c'est évident. Hein.
Alors pourquoi les marchés remontent? Alors les banques centrales, ce n'est pas faux effectivement, injection massive de liquidités. Ces liquidités vont sur les marchés financiers, mais ce ne sont pas les banques centrales qui vont aller faire les courses pour les citoyens, pour toutes ces personnes là qui vont tomber dans la misère, qui n'auront plus de travail et dont les droits de chômage, là en France ça va, si vous voulez, ça dure un certain temps les droits de chômage, mais dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, ça ne dure pas très longtemps. Donc la banque centrale ne va pas consommer à la place voilà, de toutes ces personnes voilà, qui du jour au lendemain ils vont tout perdre. Et puis, il y a une chose, bon j'en ai déjà parlé, mais j'en profite pour le repréciser dans cette vidéo. Si vous étudiez les cracks boursiers, le crack des technologies que le crack des subprimes, l'action des banques centrales, aussi bien l'action des banques centrales que des rachats d'actions, ces rachats d'actions qui vont être moins importants là, cette année, c'est normal, ne soutiennent pas les marchés. De même que lorsque la MEF arrête d'interdire les ventes à découvert, en général, les marchés rebaissent. Si vous voulez, le temps que les banques centrales, le temps que, si vous voulez, ça agisse, cette politique, les plans de soutien, là, en l'occurrence, ça met un certain temps, et comme il y a une incertitude, ça n'empêche pas les marchés de baisser. Donc c'est toujours pareil, c'est un prétexte. C'est une demi-vérité des banques centrales, oui, mais ce n'est pas ça la vérité. La vérité, je le dis, voilà, c'est la puissance algorithmique. Je le redis, effectivement, voilà, en mars, c'est quoi la plus forte baisse depuis 29. Là, nous avons le plus fort rebond historique, je vous l'ai redit, les gaps d'ouverture sur le CAC 40 et des gaps de plus en plus importants. Voilà, c'est cette puissance algorithmique, une fois que le robot il est parti, voilà. Puis ça va très très vite. Je parlais notamment du machine learning. Voilà, si vous voulez, ces robots vont être de plus en plus performants et de plus en plus rapides. Donc ça part dans tous les sens, on va de plus 10 à moins 5. Ça, effectivement, j'en avais parlé, où ce sera de plus en plus compliqué pour gagner sur les marchés financiers, puisque voilà, ces robots, c'est comme aux échecs, vous jouez contre ordinateur. Hein. D'accord, là, vous êtes contre ordinateur, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, de mémoire, à l'époque, moi, j'ai joué aux échecs, j'ai gagné peut-être une fois contre l'ordinateur. Vous voyez, donc la difficulté de gagner régulièrement donc sur les marchés. Lors de la précédente newsletter, je donne des objectifs à la hausse sur les indices, parce qu'effectivement, on pouvait se douter qu'il y aurait un rebond. Voilà, c'est pas un scoop de vous dire qu'il va y avoir un rebond au mois d'avril, voire au mois de mai, puisque le mois d'avril, c'est le meilleur mois de l'année. Ça aussi, je l'avais précisé dans une de mes newsletters ou dans une vidéo. Je donne des objectifs. Alors, je vous le dis, normalement, les 4870 sur le CAC 40 avaient très peu de chances d'être atteints. Et ça a été largement dépassé, de même que mon objectif que j'avais donné sur le Dow Jones et sur le S&P. Pour quelle raison? Eh bien, ça vient de ce changement du marché. Le marché change, c'est-à-dire certaines habitudes changent. Et c'est la même chose qu'en 2019, lorsque le CAC 40 est arrivé à 5100, il n'aurait jamais dû passer. C'est-à-dire que il n'aurait jamais dû passer sans consolidation. D'accord? Sans consolidation. Parce que maintenant, ce que vous remarquez, c'est des fortes chutes, comme il y a eu en mars. Après des fortes remontées, il n'y a pas de consolidation. Et ça n'existait pas avant. Nous sommes sur un marché où maintenant, il doit y avoir moins de gagnants. Ça, je l'avais précisé il y a quelques mois maintenant, lorsque mes vidéos, mes newsletters étaient privés. Il y aura de moins en moins de gagnants. Je parle chez les particuliers, alors déjà chez les professionnels. Il y en a beaucoup qui déjà se font dégommer. On l'a vu lors de la crise, d'ailleurs j'en parle sur une précédente newsletter où beaucoup de très bons professionnels ont perdu beaucoup d'argent. Pourquoi c'est monté aussi haut? On reste sur le même principe que 2019, c'est un marché de dupes. Voilà. C'est un marché de dupes où l'improbable devient probable. C'est exactement ça, en tout cas, c'est la façon dont je vois les choses. Sur ce marché, l'impossible devient impossible. Voilà. Et pour quelle raison? Je fais une petite anecdote parce que j'ai appris que beaucoup de traders, là, récemment, ont perdu parce qu'ils ont shorté massivement. Donc moi, je vous le dis, j'ai shorté, mais j'ai coupé. Donc j'ai une perte qui est faible. D'ailleurs, là, régulièrement, depuis plusieurs séances, je bats le CAC. Voilà, parce que, en fait, je vous explique. C'est ce principe. Vous prenez les 100 meilleurs. Les 100 meilleurs traders, des cracks, les meilleurs. Mais avant, il y avait peut-être 20, 25 places. Maintenant, il n'y a que 10 places. Donc, ce sont les 10 meilleurs,
Les 10 meilleurs qui vont réussir. Donc pour réussir dans un marché comme ça, qu'est-ce qu'il faut? Enfin, il faut être malin. Ça là, c'est pas la technique qui fera la différence. C'est la psychologie. Donc il va falloir être malin pour battre le robot, pour arriver à être performant sur un marché pareil où l'improbable devient probable. C'est comme si vous rentrez chez vous, la nuit, vous connaissez parfaitement la route, mais vous n'avez plus de phare. Vous n'y voyez rien. Vous êtes aveugle. C'est un peu la même chose. Vous n'avez pas de repère. Vous n'avez pas de repère. Donc là, c'est la psychologie, c'est être, comment dire, très réactif et savoir couper rapidement si effectivement ça part dans l'autre sens. L'improbable devient probable, cela devient la règle sur les marchés financiers. Voilà, ça va plus loin puisque maintenant, la macro. Bon, il y en a qui ont dit qu'on s'en fout de la macro. Faut pas dans la macro, vous inquiétez pas. Voilà, maintenant ça devient purement spéculatif. La bourse c'est de la spéculation, ça on le sait, hein, d'accord? Mais là, c'est vraiment purement spéculatif avec une négligence de la macroéconomie. L'improbable devient probable. C'est-à-dire, les cracks là, les meilleurs des meilleurs, ils savent que voilà, là, ça va shorter, ou là, ça va acheter. Et donc, non, je fais l'inverse, comme ça, je vais en griller un paquet. Parce que si vous voulez, ce n'est pas le fruit du hasard. Pour moi, ce n'est pas le fruit du hasard. Hein. Comme cette forte chute au mois de mars, si vous voulez, au bout d'un moment, il y a un support, sur un support, un certain support, ça doit rebondir. Alors après, effectivement, bon, sur la news, l'émotion, mais cette émotion est éliminée par les algorithmes, on peut comprendre que ce support ne va pas tenir. Ok, il y en a un support majeur, il ne tient pas, bon ça on peut le comprendre. Mais le suivant, il doit tenir, mais ce qui n'est pas le cas. D'accord? Donc on fait une forte chute brutale. Et ça, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est calculé tout ça. Hein. Et c'est la même chose pour la hausse. Normalement, il y a une résistance, là, il faut que ça s'arrête, il faut que ça consolide, mais non, on passe. Alors l'autre, il short, boum, terminé. Hein. Pour ça, je vous le redis encore, regardez le film Wall Street avec Michael Douglas. Voilà, c'est pour moi, tout ça, c'est orchestré tout ça. Hein. C'est pas le fruit du hasard, il n'y a pas de hasard en bourse. Hein. Alors, ma vision des choses, d'après mes études, j'ai étudié, réétudié, j'ai commencé à étudier ce processus de crack lors de la chute. Alors, voilà. Alors, je le redis, selon moi, pour le moment, c'est un flash crack, c'est-à-dire une chute brutale. Et après, on repart. Le problème, dépression économique, marché extrêmement cher. Donc, on pourrait penser que ce flash crack, c'est un flash crack type 1998, c'est-à-dire que là, dans l'absolu, bien que ça aille très mal, on peut, voilà, peut-être. Bon, le Nasdaq l'a fait, il a dépassé les plus hauts, on peut en y arriver plus haut, les dépasser. Bon, ça me paraît peu probable, je vais vous expliquer pourquoi après là. Mais on va payer, il va y avoir un retour de manivelle. C'est évident. Après, je pense pas que ce soit un flash crack à la 2011 parce que là, on sortait d'un crack des subprimes, rebond, crise asiatique, crise des dettes souveraines, pardon. Et donc, flash crack en 2011. Là, c'est plus, vous voyez, il y a eu une forte hausse. On peut la comparer à 96-97. 98, flash crack. Après, ça repart avant l'effondrement. Ça, je vais en parler après. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Mais attention, vu le contexte, on peut vous faire croire, voilà, on amène le rebond au maximum. Et puis, en fait, rechute. Ça, qu'on part vraiment vers un bear market. Et ça, je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer, quelle est la condition pour que l'on reparte vraiment sur un bear market. Et ça, c'est pas gagné. Sur le graphe du Dow Jones, c'est du CAC 40. Les résultats du deuxième trimestre arrivent. Alors, soit, voilà, ça repart, en gros, ça va être mauvais, ils s'y attendent, mais ça va s'arranger après, et on repart. C'est-à-dire qu'on néglige ces fortes baisses de résultats qui va y avoir lieu au mois de juillet, soit on va les pricer. Alors, lorsque vous étudiez les cracks, donc je vous l'ai dit déjà, premièrement les banques centrales, les rachats d'actions, ça n'empêche pas la chute des marchés. Vous étudiez les cracks. Et là dans le processus d'étude du crack, cela doit rechuter, je vous le dis, cet été. Rechute des marchés cet été. J'inclus cet été, juillet, août. On va vous parler encore du rallye d'été. Ça c'est la grande arnaque.
et septembre. J'inclus les 3 mois à venir et je vous le dis tout de suite, mes chers auditeurs, normalement, les 3632, je parle pour le CAC 40, devraient être enfoncés. Normalement. Normalement, c'est ce qui devrait se produire. En regard de la situation économique actuelle, sur les 3 mois, ça va vraiment saigner. C'est ce qui devrait se produire. Mais attention, comme on le dit, le marché a toujours raison. Voilà. Rien ne dit que le marché va pricer la dépression qui s'annonce. Rien ne dit, et surtout, voilà, n'oubliez pas, l'improbable devient probable. Ça risque de durer longtemps, là. Maintenant, voilà, c'est les robots, qui... c'est une guerre entre robots, là. Ils se battent entre eux, là. Bon, ils s'arrangent des fois, mais bon. Donc, est-ce que le marché va pricer cela? Pas sûr. En tout cas, si vous étudiez le crack techno, le crack des subprimes, c'est ce qui doit se produire. Voilà, ce qui doit se produire. Alors, j'explique pas le processus, voilà, mais voilà, c'est ce qui doit se passer. Mais je vous dirais que, d'un point de vue technique, il est peu probable que ça se produise. En tout cas, pour rejoindre les plus bas, et normalement qui devraient être enfoncés, on devrait partir sur un marché baissier là. Il va falloir certaines conditions, ça je vais vous le montrer graphiquement dans quelques minutes. En tout cas, si d'ici septembre, voilà, on n'est pas retombé en dessous des 3632, voire si fin septembre on n'est pas allé à 3800, vous voyez, proche du plus bas, il y a peu de chance. Alors après, c'est loin, vous voyez, moi je ne veux pas trop m'avancer, nous sommes qu'au mois de juin, donc après effectivement il y a encore autre chose, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Donald Trump veut se faire réélire, que pour l'instant, il la met en sourdine, enfin entre guillemets. Cela c'est les élections, donc il faut faire attention à ce qu'on raconte, il faut un peu se calmer, parce que je pense que il en veut un petit peu à la Chine et il va les faire payer. Donc imaginons qu'il soit réélu, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc il y a une possibilité que, si vous voulez, si les 3632 ne sont pas enfoncés d'ici fin septembre, ça on en reparlera parce qu'il y a 3 newsletters qui arrivent là. Ou si on n'est pas proche fin septembre des 3632, je parle pour le CAC 40, il y a une autre possibilité que ça redégringole après. Donc en fait, voilà, hop, comme 98, hop. Mais attention, fin septembre, il ne faut pas être à 5600 points. Si on est très 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 loin à ce moment-là, voilà. Ne l'oubliez pas, l'improbable devient probable. Maintenant, je vais donc vous expliquer graphiquement quelles sont les conditions pour que les marchés repartent franchement à la baisse. Et je vais peut-être faire rapidement un petit passage sur le Nasdaq quand même, voilà, qui a dépassé ses plus hauts en hebdomadaire. A tout de suite. Bien, on commence par le CAC 40. Donc, le CAC 40, 12 juin 2020, clôture 4839,26. Le mensuel, alors voilà, c'est très simple. Le mois de juillet, c'est là. Vous avez SSB ici. Vous remarquez que le CAC 40 devra clôturer déjà d'ici fin juillet en dessous des 4723 points SSB mensuel pour repartir baissier et éventuellement baissier. D'accord? Parce que après on peut aller chercher certains supports et rebondir. Mais là, si on casse les 4723 points, on sort du Kumo-span haussier. Donc première condition, rupture des 4723. Si on reste au-dessus des 4723 au mois de juillet, la hausse peut continuer. Effectivement, là, ça peut buter sur SSA, mais la hausse peut continuer. Première chose, hebdomadaire. Alors, notez, et si vous étudiez notamment le dernier crack des subprimes, le CAC 40 bute sur une moyenne 30 semaines. Donc là, c'est une tendance baissière en hebdomadaire. Donc c'est tout à fait typique d'aller chercher les moyennes 30 semaines sur un début de marché baissier. Ce n'est pas systématique, mais c'est régulièrement le cas sur les marchés baissiers. Voilà, il y a un fort rebond, on y croit. Voilà, tout le monde vous embarque dans la hausse, mais oui, vous inquiétez pas, ça va repartir. Donc notez ici,
Par contre, c'est plus prononcé sur le Dow Jones, on va y venir après. Notez qu'ici, voilà, une majeure partie des analystes et des sites internet vous disent que c'est pas grave et que le marché va remonter, qu'il faut acheter. Ils vous disent d'acheter un pullback sur une M30 semaines, c'est-à-dire, ils vous disent d'acheter un point de retournement. Et d'ailleurs, vous voyez sur la semaine, alors là on vous explique, mais oui, ça va repartir, il y a des doutes. C'est le prétexte. Ce qu'ils oublient de vous dire, le marché baisse parce qu'on a buté sur la moyenne 30 de Weinstein. C'est ça la vérité. Ce n'est pas ce qu'on vous dit, le prétexte du reconfinement, etc., que peut-être ça va repartir, etc. Donc notez-le bien, voilà, et faites votre opinion sur ces gens-là, les analystes et sites internet qui vous disent achetez, allez-y là, et que vous faites un pullback sur une moyenne 30 semaines, et je vous laisse regarder sur le CAC 40 dans les années précédentes ce qui se passe lorsqu'il fait un pullback sur une moyenne 30 semaines descendante. Voilà pour le CAC, donc 4723 points en premier lieu à rompre d'ici le 31 juillet. Nous allons passer au Dow Jones et je vais parler un petit peu aussi également du Nasdaq. Le Dow Jones, 25 605 points. Alors voilà, l'improbable devient probable. C'est-à-dire que le Dow Jones, normalement, devait s'arrêter au maximum à 26 120. D'accord, 26 120 ici, au maximum. On peut avoir une petite extension, mais vous voyez que le Dow Jones va jusqu'à dépasser le Kumo montant, qui est encore montant, je ne parle pas de la suite, qui est encore montant au niveau hebdomadaire. Et là, vous savez ce qui se passe à ce moment-là ici, ce qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont acheté là. Vous vous rendez compte? Parce que là, ils se disent, c'est bon, ils ont cru. Alors, les particuliers qui ont ouvert des comptes, là, ils n'y connaissent rien, c'est un peu comme moi quand je suis arrivé en 2000. Donc là, ils écoutent voilà, les journaux, les analystes, voilà, les médias, tout ça, il faut acheter. Donc ils achètent à ce moment-là. Ouais, ils achètent à ce moment-là. En plus, c'est un Marubozu. C'est un Marubozu. Donc on dit souvent, il faut acheter le Marubozu. D'accord, on ne fait pas tout le temps, mais bon, bref. Donc là, il y en a qui achètent. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'ouverture, alors se fait, mais toujours au-dessus du Kumo-span, vous voyez, et il fait un nouveau plus haut. Donc là, il y en a encore qui ont acheté là. Parce qu'ils disent, c'est bon, on va sortir du Kumo, vous voyez, et hop, ça va repartir. On va aller chercher les plus hauts historiques ici. D'accord? Vous voyez le piège, l'improbable devient probable. C'est-à-dire que la probabilité que cela dépasse la moyenne tente était extrêmement faible. Mais en tout cas, quand cela se produit, ça peut arriver. Ça peut arriver, effectivement. Il y a une chute. Alors, vous voyez, le Dow Jones, en hebdomadaire, il faut rompre déjà la semaine prochaine. Il faut terminer la semaine prochaine en dessous des 25 160. D'accord? Les 25 160 doivent être rompus d'ici vendredi prochain, le 19. Parce que là, on repart baissier. Ok? Alors, vous voyez déjà qu'il y a un support important ici, là, vers les 22 800. Alors déjà, première condition, 25 160 doivent être rompus. Si on regarde le mensuel, alors là, par contre, ça se complique. Ah, voilà. Alors, voilà le problème. Nous avons une magnifique étoile filante, mais le mois de juin, nous ne sommes qu'à la moitié du mois de juin. Mais ce que vous remarquez, et ça j'en avais parlé d'ailleurs, ce que vous remarquez, c'est que nous sommes nettement au-dessus du Kumo mensuel. Alors, on pourrait interpréter ceci, voilà ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, effectivement, ça risque de se passer comme ça, un refus de la situation, un flash crack type 98 avant une plongée des cours plus tard, avec M. Trump, s'il est réélu, etc. Mais ça, c'est hypothétique. Hein. Ce qui est important, comme je vous l'ai dit, c'est l'été. Mais vous voyez ce qu'il faut casser là. Il faut, pour qu'on reparte baissier en crack, il faut rompre ici, quand même, regardez, ici, les 20 993 points, ce qui paraît très peu probable, en tout cas, bon, d'ici fin juillet, mais en tout cas, on le voit ici sur le crack des subprimes, rupture du SSB, donc là on part baissier, rupture des SSB, on va le noter ici,
à 9433, vous voyez que le plus bas, c'est 6469 points, soit un peu plus de 30% de baisse. D'accord? Donc là, rupture. Alors là, vous voyez l'extension. Et on réintègre immédiatement en avril. Vous voyez l'extension. Vous voyez, c'est ce que je veux vous expliquer. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand nous sommes arrivés là, au mois de mars, ça aurait dû tenir ce support-là, ici. Le support SSA aurait dû tenir normalement. SSB, pardon. Aurait dû tenir ici, là. Vous voyez? Ou alors, tenir au moins un petit peu. Mais non. Vous voyez? Là, il a plein que racheté. Boum. Donc là, effectivement, on part vraiment baissier si l'on casse les 20 993 points. Et on pourrait perdre, voilà. Vous voyez, là, c'est 30% quand même. Tant que nous sommes au-dessus des 20 993 points, d'accord? Si fin septembre, on est au-dessus des 20 993 points, et en l'occurrence, si on est au-dessus de SSB, alors là, tout est permis, d'accord? Si on est dans le cubo, on verra. C'est neutre, neutralité, mais c'est toujours haussier. Comprenez? Donc, la première condition, je vous le dis sur le Dow Jones, déjà la semaine prochaine, de rompre les 25 160 points. D'accord? 25 160 points. On casse, on repart à la baisse. Après, il faudra voir. Là, on est quand même loin. Et on peut revenir, peut-être, chercher Kijun ici, là. D'accord? Kijun mensuel à 23 900 points. Et là, par contre, ça risque de repartir. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attend à une forte chute. Ok, parce qu'effectivement, on va pricer la dépression. Mais non, c'est pareil. Vous attendez une forte chute, vous dites là, ça va encore baisser, donc j'attends pour acheter. Et là, ça rebondit à ce moment-là. Voilà. L'improbable devient probable. Excusez-moi de me répéter, mais c'est exactement la règle actuellement sur les marchés financiers. Donc, je vais voilà, vous montrer rapidement le Nasdaq. Le Nasdaq 100, alors je vous remonte, voilà la vidéo que j'avais faite au mois de mars. Nous étions toujours en bull market, puisque j'expliquais ça, hein, puisque voilà, nous conservons SSB hebdomadaire. D'accord? C'est clair. Donc là, on peut dire ce qu'on veut, mais non. Il faut d'abord casser ça, et ça n'a pas cassé. Voilà, on repart sur le Nasdaq. L'euphorie, bourse euphorique, je le répète encore une fois, on fait un nouveau plus haut, ce qui peut être possible, si vous voulez, quand c'est là sur la fin d'un cycle. C'est possible que l'on fasse un nouveau plus haut. C'est tout à fait possible, ça peut arriver. Voilà, et là, c'est quand même incroyable. Voilà, donc, incroyable. Et là, c'est pareil. Alors, les novices, ils sont morts. Ils sont déjà morts, d'accord? Et là, bien sûr, il y en a un paquet qui ont acheté là. Parce qu'on passe les plus hauts. Achat! Et hop! Vous voyez là? On va quand même, ici, on passe les 9736. Et on va chercher quand même. Voilà, 10 155. Et là, bien sûr, il y en a plein qui n'ont pas coupé puisqu'ils croient que c'est une conso, que ça va repartir. Mais non, voilà, c'est pas grave. Alors là, vous voyez, c'est très problématique sur le Nasdaq. Alors, très problématique sur le Nasdaq. Et si vous regardez un petit peu le futur, c'est ça qui est bien avec les Shimoku. Vous voyez ici, nous sommes donc en septembre. Étonnant, non? Nous sommes en septembre, mi-septembre. Il faut rompre absolument ceci ici. Là. Il va falloir rompre pour que l'on passe en marché baissier. Les 8254 points, on est loin. 8254 points. D'accord? Déjà, il faut... Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je dirais même que là, si on y va, vous voyez, là, regardez, là. Bon, il y a Kijun un peu plus haut ici. Rebond important. Donc, voilà. Au vu de ce graphique, cela indiquerait que peut-être le marché baissier va commencer après septembre. Mais ils sont capables de vous faire le coup du mois de mars. Voilà, de perdre... Là, ils ont fait 42,6% en 55 séances, là, de perdre 50% en 10 séances. Voilà, ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait ici, là. Donc, vous voyez, la semaine du 17 février, et un peu plus tard, un mois plus tard, voilà, on a perdu 9736, 3000 points, donc 30%, un peu plus en quelques semaines. Tout devient possible. Alors là, si ça rechute, il y en a qui s'attendent à ce que maximum sur Kijun 7, ça reparte. Mais là, ils vont dire non, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Là, ils savent que certains supports sont clés, certaines résistances sont clés. Et là, ils font l'inverse pour dégommer, en fait, je dirais entre guillemets, voilà, les meilleurs, ceux qui savent. Voilà.
Donc, vous voyez que la situation est très compliquée sur le Nasdaq. Je voulais vous montrer, donc, ce qui pourrait étayer l'hypothèse que la chute, le marché baissier commencerait après septembre. Réponse. Réponse déjà, voilà, avec les résultats du deuxième trimestre au mois de juillet. Voilà. Cette newsletter est terminée. Je vous remercie de votre écoute. Si vous l'avez apprécié, mettez-moi des likes, partagez cette vidéo, laissez vos impressions, laissez les commentaires. Je serai ravi de discuter de toute cette situation, cette newsletter avec vous. Si mon travail vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur la bourse, l'analyse technique, ne partez pas sans vous abonner. Et surtout, à la fin de cette vidéo, sur l'écran de fin, je vous propose des playlists. Voilà. Donc n'hésitez pas à les visionner. Ce sera toujours un plaisir pour moi, voilà, de vous apporter quelque chose, de vous apporter de la valeur, de vous éviter les pièges qui sont nombreux sur les marchés financiers. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour voilà, une nouvelle newsletter d'information. D'ici là, voilà, ça va être vraiment chaud, chaud, chaud. Alors, est-ce que je vais la réaliser avant les résultats? Peut-être, je ne sais pas encore. Je suis actuellement très, très pris, c'est très compliqué. Alors, peut-être avant les résultats ou après les résultats, voilà, pour voir la réaction du marché. En tout cas, la suspense. Que va-t-il se passer d'ici la fin du mois de juin? Est-ce que ça va repartir ou est-ce que ça va continuer à baisser? Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous. Et je pense réaliser une nouvelle vidéo d'analyse technique prochainement, et le CAC 40, les indices américains, pour faire une analyse un peu plus approfondie que celle que je vous ai faite, qui est déjà très utile, lors de cette newsletter. À très bientôt, bye bye.